Monsieur le Président du Pays Voironnais, cher Bruno, Madame la vice-présidente du Conseil départemental, chère Anne, Monsieur le conseiller régional, cher Freddy, Mesdames et Messieurs les maires, et alors là, je viens de me hasarder à essayer de mettre sur mon téléphone la liste de toutes les communes que j'ai vues représentées ce soir. Alors, c'est un peu périlleux parce que je risque d'en manquer, mais néanmoins, je voudrais saluer la présence parmi nous de Madame le maire de Coublevilly, de Monsieur le maire de Réaumont, de Madame le maire de Lamurette, de Madame le maire de Saint-Étienne-de-Crossé, de Monsieur le maire de Rives, de Monsieur le maire de Tullin, de deux adjointes à la ville de Moirans, d'un représentant de Saint-Sulpice-des-Rivoires, du maire de Saint-Opre, du maire de Saint-Cassien, de représentants de Saint-Jean-en-Valdaine, de Saint-Nicolas-de-Macherin, mais je l'ai dit puisque c'est Frédéric Ray qui est conseiller régional. Et puis, nous avons la présence du maire de Vorep, que je remercie aussi. Et je crois que nous avons également un adjoint de Saint-Jean-de-Moirans. Voilà, donc je remercie toutes les communes du Pays Voironnais de s'être rassemblés pour pouvoir nous rejoindre ce soir. Je voudrais remercier l'ensemble des élus qui sont par ailleurs présents dans la salle. Il y en a même quelques-uns qui viennent d'en dehors du Pays Voironnais. Je remercie les représentants de la police nationale, de la police municipale, de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers, Mesdames et Messieurs les représentants de nos institutions publiques et de tous les corps constitués, Mesdames et Messieurs les représentants du monde économique, artisans, agriculteurs, commerçants et chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs, chères Voironnaises, chers Voironnais et aussi chers amis, puisqu'il y en a. C'est toujours un immense plaisir pour l'ensemble des élus du conseil municipal et pour moi-même que de vous retrouver ainsi rassemblés à l'occasion de la nouvelle année. Une fois encore, vous nous gratifiez de votre présence nombreuse, puisque les travées de notre grand angle étant remplies, cela signifie que vous êtes sans doute près de 1200 à être réunis ce soir. Je vous en remercie, car cela témoigne de votre attachement à notre collectivité municipale et surtout à notre belle ville de Voiron. Je voudrais remercier d'abord le directeur du Grand Angle, Vincent Villeneuve, la présidente du Grand Angle, Laurence Boutantin, et leurs équipes administratives et techniques de nous accueillir dans ce bel écrin. Je crois qu'il n'y a rien de meilleur pour se donner de la force en début d'année que de retrouver la puissance de notre communauté humaine dans tout ce que nous avons de différent, de complémentaire, et qui contribue aussi, paradoxalement, à faire tout ce qui nous rassemble. Alors certes, depuis l'irruption du Covid, nous échangeons moins de bises. Et encore, j'ai eu des faveurs ce soir. Certains sont tentés de préserver parfois un peu de distance. Parfois, nous avons des gestes un peu moins chaleureux qui se sont substitués aux poignées de main traditionnelles. Mais rien, décidément rien, n'enlève pour autant la valeur de l'échange d'une parole et d'un regard pour se souhaiter des choses agréables à l'occasion de l'année nouvelle. Nous avons la chance de demeurer une ville à taille humaine. Et c'est aussi pour cela que j'aime profondément ce moment, qui me permet de vous saluer tous individuellement. Je voudrais remercier ceux qui ont animé une partie de la soirée avant moi. D'abord, elle était présente dans le hall Agnès Pereira, qui est titulaire du violon de Lucien Mincieux, que lui confie la ville de Voiron. Un violon qu'elle sublime avec la sensibilité qu'elle a, avec son immense talent, et tout en harmonie avec Hugues de Nolly au piano. Tous deux sont professeurs de notre conservatoire de musique et de danse, et je leur suis reconnaissant de participer à former des générations de musiciens passionnés. Bruno Méhard, que vous avez pu rencontrer également dans le hall, qui représente l'association Passe de Cœur, a pu vous sensibiliser à la cause importante du don d'organes. Loïc Buisson, comédien originaire de notre territoire, a représenté ce soir en tant que technicien, ou presque, la compagnie 1605. Cette compagnie, vous l'avez compris tout à l'heure, qui a été fondée par Dominique Voffk. Dominique Voffk qui fut sans doute son mentor plus que son professeur, et qui nous a quittés, cela a été dit tout à l'heure, prématurément, en octobre dernier. Il était une figure incontournable de la vie culturelle voironnaise, un visage familier de nos rues et de nos terrasses de bistrot, et il avait prêté sa voix au clip vidéo de la ville de Voiron l'année dernière qui rendait hommage à la jeunesse. Sa présence ici, au Grand Angle, qu'il connaissait par cœur, se ressent encore parmi nous. Merci aussi à Nadine Perrin de l'Académie Comédie Musicale de l'Isère, à Océane Belty et à Jessen West, notamment, puisqu'ils étaient nombreux sur scène, de nous avoir gratifiés de leur talent scénique, avec une superbe version, je trouve, de l'envie d'aimer. Et au terme de cette soirée, dans un registre plus culinaire,
c'est pas faute de l'avoir déjà évoqué comme une concurrence à mon discours tout à l'heure, c'est le savoir-faire de Philippe Godillot et de ses équipes qui vous régalera comme chaque année, accompagné par les traditionnelles galettes des rois du Palais Gourmand, aux côtés des représentants des confréries du Bleu du Vercors Sassenage et de la Noix de Grenoble. Et le cocktail des fêtes de la Chartreuse sera aussi proposé à ceux d'entre vous qui le souhaitent et qui ne font pas le Dry January. Mesdames et messieurs, ce soir, grâce aux petites télécommandes qui vous ont été remises, vous avez déjà été les héros de la soirée en décidant par votre vote ce que vous vouliez voir ou entendre. Je vous pose une question. Voulez-vous encore jouer et devenir les héros de mon discours ? Réponse A, oui, je veux être le héros du discours. Réponse B, non, je veux un discours long et monotone. Réponse 3, je n'ai pas compris, sait-on jamais. Réponse 4, je laisse les commandes à mon maire. Allez, on vous laisse répondre. On n'a plus le droit à la petite musique de qui veut gagner des millions, nous. C'était juste pour les artistes. Allez, plus de 400 votants. Si la réponse qui sort n'est pas la bonne, vous allez m'embarrasser. Suspense. C'est moins le suspense qu'aux élections, mais quand même. Ah, vous voulez être les héros du discours. Bon, puis il y en a quand même qui me font confiance aussi, c'est pas désagréable. Alors tout ça, c'est parfait, puisque vous allez donc à quelques reprises pendant mon discours choisir ce dont vous parlez, ce dont vous souhaitez que je vous parle ce soir. Alors il y aura par conséquent certains sujets que je n'évoquerai pas parce que vous ne les aurez pas choisis. Mais pas de frustration pour autant. Parce que par la magie de la technologie, vous pourrez retrouver dès ce week-end sur YouTube chaque version différente du discours, y compris les passages que je ne prononcerai pas ce soir, parce qu'ils n'auront pas été ceux que vous aurez choisis. Vous aurez tout à l'heure à la sortie un petit flyer qui vous sera distribué pour vous donner les modalités d'accès à cette vidéo interactive du discours dans toutes ses versions possibles. Vous voyez que c'est compliqué l'affaire. Mesdames et messieurs, l'année 2023 s'est placée, comme c'était prévisible, sous le sceau d'une grande instabilité du monde et de nos sociétés. Les choses changent à une vitesse que jamais l'homme n'a connue dans son histoire. Je lisais cet été un ouvrage qui a été rédigé par le plus grand spécialiste de l'homme de Néandertal, qui s'appelle Ludovic Slimak, qui est un Français, et qui explique que pour l'essentiel, pendant près de 200 000 ans, le mode de vie des milliers de générations de Néandertal qui se sont succédées n'a pas changé, ou très peu. Les technologies de taille de la pierre, les technologies de chasse ou de fabrication des outils étaient sensiblement les mêmes, entre 230 000 et 30 000 ans avant Jésus-Christ. Pensez donc à la différence fondamentale avec ce que nous vivons, nous, à notre époque. Pensez qu'en 1930, il y a moins de 100 ans, seuls 23% des communes de France disposaient d'un réseau d'alimentation en eau potable. Les ordinateurs sont apparus dans la vie quotidienne des Français il y a moins de 50 ans. Internet ne s'est démocratisé en France véritablement qu'il y a 20 ans à peine. TikTok n'est devenu populaire qu'il y a 3 ou 4 ans. Et l'intelligence artificielle, qui commence à faire l'objet de grandes discussions, eh bien on comprend tout juste, qu'on le veuille ou non, qu'elle va nécessairement bouleverser nos vies. Toutes ces révolutions technologiques se sont imposées en moins d'un siècle. Et dans ce laps de temps, l'eau courante, les ordinateurs, Internet, les réseaux sociaux et bientôt l'intelligence artificielle ont complètement transformé nos modes de vie. Quelle rupture avec les 200 000 ans de stabilité qu'avait connu l'homme de Néandertal. Au sens de l'histoire, quand on y songe, tout ça est d'une brutalité absolument inédite. Pour beaucoup d'entre nous, il peut être difficile de s'adapter. Et c'est surtout vrai lorsqu'on n'a pas reçu les codes ou lorsque des accidents de la vie nous ont fait perdre pied dans une existence effrénée. Il faut s'adapter, bien évidemment, mais aux ruptures technologiques s'ajoutent des crises de conjoncture qu'il faut savoir endurer parce qu'elles s'imposent tout autant à nous. Je ne reviendrai pas sur le Covid, le confinement et ses conséquences. Mais les turbulences économiques et les effets de l'inflation et leurs répercussions sociales ont un impact quotidien que je ne ferai pas l'offense d'expliquer à tous ceux d'entre vous à qui il arrive d'avoir entre les mains un chariot de supermarché. Nous avions débuté 2022, il y a 2 ans, sans imaginer que la Russie pourrait envahir l'Ukraine et lui déclarer la guerre à 1500 km à peine de chez nous. Et même
sans être naïfs ou angéliques, peu d'entre nous pouvaient redouter l'horreur et les exactions telles qu'elles ont surgi au Moyen-Orient depuis 2 mois. Comme je l'avais développé dans mon discours de l'année dernière, les épreuves sont d'autant plus difficiles à vivre que toutes les souffrances du monde sont portées à notre connaissance presque en direct, par les réseaux sociaux, les flash infos ou des notifications sur nos portables, souvent avec les images les plus explicites, au point de nous envahir et d'atteindre profondément notre morale. Et encore, je dis ceci sans tenir compte de l'impact que peuvent avoir sur nos esprits et sur le climat ambiant, les fausses informations, les fake news, parfois trop largement relayées, au point de les confondre avec la réalité. Un ami commerçant primeur qui vend des fruits et légumes à Voiron m'a raconté une anecdote d'une cliente fidèle qui lui râlait dessus pour contester la hausse brutale des prix des avocats que venait de lui annoncer la télévision. Le prix de ses avocats, lui, pourtant, n'avait absolument pas augmenté, et ce depuis plusieurs années. Et la cliente, qui n'était pas contente, venait tout simplement de se persuader à tort parce que la télé l'avait dit que le prix des avocats qu'elle achète régulièrement depuis des années avait changé alors qu'il était rigoureusement identique. Alors, ce n'est qu'une anecdote, certes, mais elle nous alerte sur le fait que nous crions régulièrement bien avant d'avoir mal, et que nous pestons contre des problèmes qui ne nous ont pas toujours frappés. Il faut dire qu'en France, pays de râleurs paraît-il, nous voyons parfois des gens manifester dans la rue avec des banderoles pour dénoncer leur sentiment qu'ils vivent en dictature. Certains se sentent libres d'insulter le président de la République ou des élus sur les réseaux sociaux, tout en dénonçant l'absence de liberté d'expression. D'autres, enfin, provoquent ou agressent les forces de l'ordre dans des manifestations pour dénoncer les violences policières. Ceux qui ont voyagé dans le monde peuvent établir les comparaisons avec ce qui se passe ailleurs et le dire, pour paraphraser Sylvain Tesson, la France est parfois un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. Et n'en déplaise aux prophètes de mauvais augure. J'ose dire aussi que nous avons une certaine forme de chance de vivre non seulement en France, mais en Isère et à Voiron. Pour en témoigner, souhaitez-vous que je vous parle? 1. D'insécurité et de tension sociale. 2. D'activité économique et d'emploi. 3. Du bien grandir à Voiron. 4. Du bien vieillir à Voiron. Là, vous faites le choix que vous voulez. Je suis prêt pour tout. Allez, on a 300 votants passés. Il vous reste 10 secondes. Et toujours pas la musique de Qui veut gagner des millions. Allez, 546 votants. Là, vous avez failli nous poser un sérieux problème, hein. Alors, écoutez, la majorité l'emporte, majorité relative, certes, comme à l'Assemblée nationale. Le bien vieillir à Voiron. Alors, j'y viens. C'était pas ce à quoi je m'attendais, en vérité. Mesdames et messieurs, notre société vieillit. Et à l'arrivée dans la classe des seniors de la génération du baby-boom, eh bien, le phénomène s'accélère évidemment. Et dans cette société qui vieillit, notre commune est plus concernée que la moyenne, car son statut de ville-centre attire une proportion de seniors plus forte qu'ailleurs, sans doute par la recherche de proximité des commerces ou des services de santé, par la volonté de quitter une maison trop lourde en entretien au profit d'un appartement, ou pour éviter d'avoir besoin de la voiture au quotidien. Ce vieillissement de la population, à mes yeux, n'est pas une fatalité, c'est même plutôt une chance. En effet, les seniors sont parmi ceux qui consomment le plus auprès des commerces de proximité plutôt que sur Internet. Pour la majorité de ceux qui sont encore actifs et en bonne santé, ils alimentent le gros du contingent des bénévoles dont nos associations ont besoin. Ils sont des citoyens actifs et impliqués dans notre vie collective. Depuis maintenant près de 10 ans, nous avons érigé au rang de priorité le fait de rendre notre ville accueillante pour les seniors, adaptée à leurs attentes, à leurs besoins et parfois aussi à leurs contraintes. En multipliant les activités qui leur sont destinées, en partenariat avec des associations, en les rencontrant pendant les fêtes à l'occasion des colis de Noël, en organisant un voyage annuel, un voyage pour ceux qui n'osent plus partir seuls, ou depuis plus récemment, des sorties journalières une fois par trimestre, nous leur offrons la possibilité de continuer à s'épanouir.
Un pôle de bénévoles, supervisé par le CCAS, va prochainement permettre d'apporter des services à ceux qui en éprouvent le besoin. Outre les 2 EHPAD et notre foyer logement Pierre Blanche, 2 résidences-services privées sont dorénavant implantées sur la commune. Et je remercie quelques-uns de leurs résidents qui sont parmi nous ce soir. Et une résidence senior à caractère social, portée par la SDH, est en cours de construction sur le quartier Rossignol. Nous avons été récemment labellisés Territoire innovant senior et Le Figaro a classé Voiron comme 5e commune à l'échelle nationale où il fait bon vieillir en France. En matière d'insécurité, je veux d'abord me garder de tout triomphalisme. Chaque acte de délinquance est un acte qui ne devrait pas exister. Chaque victime est une victime de trop. Et je ne viendrai pas ici prétendre que nous sommes épargnés par l'ensemble des effets corollaires au trafic de stupéfiants qui ronge le pays. La forte hausse, par ailleurs observée dans toute la France, pour ce qui concerne les violences intrafamiliales, ne peut pas non plus éviter de nous impacter, au moins partiellement. Toutefois, les statistiques transmises par le ministère de l'Intérieur nous ont révélé qu'en matière de délinquance de voie publique, le nombre d'actes recensés a été divisé par 2 entre 2014 et 2020, sous l'effet notamment du renforcement de nos effectifs de police municipale et du déploiement du système de vidéoprotection. De 2020 à fin 2023, ces chiffres se sont ensuite stabilisés localement, malgré leur forte croissance à l'échelle nationale, ce qui induit une baisse relative de la délinquance de voie publique à Voiron en rapport au reste du territoire. Au début de l'été, le mouvement de violence urbaine qui a émaillé le pays a provoqué des incidents graves et la destruction considérable de biens publics ou de commerces dans une grande partie du pays. Certaines communes du département, proches de nous, ont perdu une école, une salle de spectacle, un centre social, un hall d'hôtel de ville dévasté, des voitures en grand nombre. Nous avons pour notre part été quasiment épargnés à Voiron. Enfin, nous avons la chance de pouvoir compter sur des communautés religieuses de toute confession qui se respectent et entretiennent un dialogue interreligieux constructif et particulièrement apaisant. Je leur exprime à ce sujet toute ma reconnaissance, car ce travail de tolérance et d'échange est accompli à bas bruit, mais son bénéfice est absolument considérable par les temps qui courent et nous épargne les tensions communautaires toujours destructrices. Le taux de chômage à Voiron s'établissait à 4,9% à la fin de l'année 2022. C'était 1 point de moins que la moyenne du département de l'Isère et plus de 2 points inférieur à la moyenne nationale. Le territoire voironnais-chartreuse figure parmi ceux qui réalisent les meilleures performances du département, alors que ce dernier a déjà lui-même un taux de chômage inférieur à celui de la région. Pour beaucoup d'entreprises voironnaises, notamment dans le service à la personne ou l'industrie, pour ne citer que ces 2 exemples, trouver des collaborateurs dont elles ont besoin était devenu extrêmement complexe ces dernières années. Nous n'avons pas encore les chiffres de 2023, mais 402 entreprises nouvelles ont été créées à Voiron en 2022, ce qui était supérieur de 18% au nombre de celles créées en 2021. C'est une dynamique entrepreneuriale absolument exemplaire, et qui s'illustre partiellement par le nombre de commerces nouveaux qui ont vu le jour dans notre commune au cours des derniers mois, qu'il s'agisse de restaurants, de boutiques ou de services. Ceux d'entre vous qui circulent en bordure du parc d'activités de Centralpes, au niveau de Vorep, ont peut-être constaté que les travaux de l'implantation de la nouvelle usine à Raymond avancent rapidement, elle qui accueillera plus d'une centaine d'emplois industriels nouveaux à compter de cette année. Par ailleurs, notre zone d'activité du Parvis 2 est en plein déploiement et permet d'assurer le développement attendu de nombre d'entreprises artisanales du secteur, créant au passage des dizaines de nouveaux emplois. C'est enfin un plaisir de constater que toutes ces entreprises sont solidaires entre elles et que la réussite des unes contribue à alimenter celle des autres, ou qu'elles s'épaulent en période d'épreuve. Fédérées sous forme d'associations, l'UNIRV, Centralpes, Relève Champfeuillet, Initiative Pays Voironnais, La Sève ou le réseau Entreprendre travaillent chaque semaine avec le service économique du Pays Voironnais sous l'égide du collectif Econex, ce qui contribue à rendre le territoire plus fort. Et je salue l'initiative récente de notre union commerciale, Voiron Commerce, qui a développé juste avant Noël une nouvelle carte cadeau qui permet de booster la consommation locale en ville auprès des commerces de proximité. Bien grandir, cela commence par l'accueil de la petite enfance, avant l'âge de 3 ans, qu'assurent nos crèches municipales, appuyées par des structures privées qui se sont renforcées ces dernières années, ou par l'accueil familial des assistantes maternelles. Avec le projet de crèche nouvelle que nous portons, en lisière du quartier Baltis, dans l'espace de vie sociale qui sera reconstruit en lieu et place des 2 tours,
nous prévoyons la création de places d'accueil collectif supplémentaires proposées par la ville aux familles. Nos écoles font l'objet de travaux permanents pour les moderniser et garantir les meilleures conditions d'apprentissage des enfants. D'ici à la fin de l'année, 5 de nos écoles élémentaires sur 7 auront vu leur cours extérieur transformé et végétalisé pour assurer un meilleur confort des enfants. Après celle de la Brunerie, qui fut pilote, celle de Jean Moulin et celle de Jean de La Fontaine et de Criel qui seront réalisées cette année, seuls resteront les cours de Jules Ferry et de Pierre et Marie Curie qui seront faites à compter de 2025 en parallèle de la réhabilitation envisagée de leur bâtiment. La rentrée de septembre 2022 s'est faite sous le retour d'un rythme scolaire à 4 jours qu'avaient choisi les parents d'élèves consultés par un vote, avec des activités périscolaires adaptées à chaque école. Et pour permettre à notre jeunesse de s'épanouir dans le respect de ses aspirations et de sa sensibilité, nous continuons de l'accompagner par la bourse au permis de conduire, la bourse initiative jeune, la bourse BAFA ou le contrat municipal étudiant. Pour apprendre l'autonomie, découvrir de nouvelles activités, découvrir le monde et souvent, par la même occasion, contribuer à se découvrir soi-même, notre service jeunesse contribuera cette année de permettre à plus de 200 jeunes Voironnais de se rendre à Morzine, au Grau-du-Roi et même à Monastir au Canada ou à Cuba cet été. Entendons-nous bien. Si je crois nécessaire d'insister sur des choses positives, ce n'est évidemment pas pour nier l'existence de toutes les difficultés. Malgré toutes ces qualités, notre pays demeure en effet l'un de ceux qui peinent aujourd'hui à résorber l'écart des inégalités qui frappent notre société. Pour ce qui concerne le patrimoine en France, les 10% les plus riches possèdent 60% de la richesse totale. Et les 50% les plus pauvres, soit la moitié de la population, ne possèdent que 5% du total. On constate par ailleurs un décrochage des inégalités de patrimoine par le haut, c'est-à-dire que les multimillionnaires et les milliardaires ont enregistré des gains spectaculaires pendant la crise du Covid. En 2010, les 500 plus grandes fortunes de France possédaient à elles seules l'équivalent de 10% du PIB. Elles en ont aujourd'hui 43%. Très clairement, et je ne suis pas contre les riches, mais de tels écarts sont insoutenables et ne peuvent que générer des tensions forcément délétères. Les crises économiques et sociales, qui s'enchaînent depuis maintenant quelques décennies, appellent des réponses des pouvoirs publics. Évidemment, de la part de l'État, du gouvernement, mais aussi à un échelon plus local. La mairie est par essence l'échelon de proximité. Et cela nous place en situation d'apporter des solutions différentes à plusieurs catégories de préoccupations du quotidien pour lesquelles nous agissons. Je vous demande donc, quelle catégorie souhaitez-vous que j'évoque maintenant? Est-ce que vous souhaitez que j'évoque la manière dont la ville agit pour les solidarités? Réponse 1. La ville agit pour la sécurité? Réponse 2. La ville agit pour la santé? Réponse 3. La ville agit pour le bien-être animal? Réponse 4. Le bien-être animal, on n'en parle pas souvent. C'est un sujet important. Alors, s'il y en a qui sont motivés, essayez de convaincre vos voisins s'ils n'ont pas encore appuyé sur le bouton. Allez, une seconde, 530 votants. Alors là, bon, vous n'êtes pas pressés parce que je peux faire les deux. Je dois faire les deux. Allez. La ville agit pour la sécurité. Mesdames et messieurs, la sécurité est la première des libertés. Et à l'inverse de certains maires de grandes villes, pas très éloignés de chez nous, qui déclarent parfois que la sécurité, c'est l'affaire de l'État, moi je réponds que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Et donc, c'est la nôtre aussi. C'est en ce sens que nous avons porté les effectifs de notre police municipale de 5 agents en 2014 à 11 en ce début 2024. Ils disposent depuis maintenant quelques semaines d'un nouveau poste beaucoup mieux adapté aux besoins, rue François Mitterrand, entre l'hôtel de ville et le siège du PE Voironnais. Les conditions de travail et d'intervention y sont évidemment plus performantes. Chaque année depuis bientôt 10 ans, nous investissons près de 200 000 € dans le déploiement et l'entretien de notre système de vidéoprotection, ce qui est aujourd'hui important puisqu'il est fort de 80 caméras. Ce réseau, dont les images sont restituées en direct aux agents en charge de notre centre de supervision urbain, est utile absolument chaque jour pour prévenir des situations de danger, pour faciliter ou accélérer l'intervention des effectifs de terrain, ou pour élucider des actes délictuels ou criminels commis en ville.
Conformément à l'encadrement judiciaire requis, ce réseau bénéficie aussi au travail de la police nationale et de la gendarmerie qui en récupèrent les images régulièrement par voie de réquisition judiciaire. Enfin, la sécurité est aussi, et même peut-être avant tout, une affaire de prévention, de terrain et de dialogue de proximité. C'est la raison pour laquelle les coopérations que nous organisons par l'intermédiaire de notre Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance réunissent chaque mois, et davantage si nécessaire, non seulement les forces de police et de gendarmerie, mais aussi les proviseurs ou les principaux de lycées et de collèges, le service transport du Pays Voironnais, des représentants des bailleurs sociaux, des services spécialisés et des élus des communes voisines. Je vous parle de santé. Nous avons beaucoup œuvré pour la construction de notre nouvel hôpital. Je rappelle que lorsque mon équipe municipale et moi-même avons pris nos fonctions en avril 2014, toutes les autorisations réglementaires de sa construction étaient caduques. Il fallait relancer les procédures de négociation d'acquisition de ces terrains d'assiette et les conditions fixées par l'État pour le financement du projet n'étaient pas réunies. Évidemment, notre centre hospitalier, qui dépend du CHU Grenoble-Alpes depuis 2019, n'est pas géré par la ville au quotidien. Mais sans la mobilisation de la ville, du Pays Voironnais, du département et de la région, solidaires sur ce projet, il y a fort à parier que notre hôpital, qui était, comme chacun le sait, vétuste dans son ancien emplacement, aurait tout simplement disparu. Je reparlerai plus tard, dans mon propos, de la situation particulière du service des urgences. Mais disposer d'un hôpital neuf et performant n'est pas la seule garantie de services de santé satisfaisant sur un territoire. Et nous avons également besoin d'une médecine de proximité suffisamment dimensionnée. De ce point de vue, nous sommes malheureusement pas épargnés par la pénurie de médecins qui est observée à l'échelle nationale, et nous sommes même fortement frappés, au point qu'il est devenu très difficile pour un Voironnais nouvellement installé ou dont le médecin référent part à la retraite d'en trouver un nouveau qui accepte de l'intégrer à sa patientèle. Il y a des gens qui m'en ont parlé tout à l'heure en me souhaitant les vœux. C'est un vrai problème, et je dirais même que c'est un problème grave. Sans nul doute, la solution repose d'abord et avant tout sur une réforme globale de notre système de santé. Et la proposition de loi du député Yannick Neuder, adoptée cette année par le Parlement, qui met fin au système absurde de numerus clausus, produira des effets, mais dans 10 ans. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de prendre nos responsabilités en dépensant 1,2 million d'euros, en partie financés par le département, la région et l'Agence régionale de santé, pour acquérir et aménager un plateau de 500 mètres carrés au 4e étage de l'espace CV en face du jardin de ville. Un collectif de professionnels de santé voironnais, piloté par des médecins généralistes et des infirmières constitués sous forme d'une maison de santé pluridisciplinaire. Et je salue également les représentants de la communauté professionnelle territoriale de santé du Voironnais qui sont présents ce soir. Donc ces professionnels y investiront les lieux à compter de septembre cette année, pour recruter notamment 3 nouveaux médecins. Je les remercie pour leur engagement essentiel. Et j'ajoute pour conclure que la santé la plus précieuse est sans doute celle qu'on préserve plutôt que celle qu'on s'efforce de restaurer. Et à cet effet, la prévention médicale est essentielle par la création de la maison sport santé. Le service des sports de la ville de Voiron participe à la pratique sportive pour les publics qui en sont les plus éloignés. Parce que nous traversons une période de crise économique dont les impacts sur la hausse de la précarité sont particulièrement prégnants, la ville se doit d'adapter son action à des besoins qui évoluent. Notre centre communal d'action sociale vient en aide aux personnes isolées, en articulation avec les services sociaux du département qui ont la charge des familles. Cela conduit nos travailleurs sociaux à accueillir chaque jour des dizaines d'habitants qui sollicitent une aide d'urgence, un accompagnement administratif, un soutien pour l'accès aux droits, ou parfois simplement, mais c'est important, une oreille attentive. L'œuvre des associations, dans le registre des solidarités, est également essentielle. Et nous avons été heureux, dans le champ de l'accompagnement alimentaire, de pouvoir proposer des locaux neufs que nous avons spécifiquement achetés et aménagés pour elles à l'épicerie solidaire Amandine, dorénavant installée en centre-ville, rue Béranger. Le Secours populaire, rue Berlioz, avait également vu les locaux mis à sa disposition améliorés en 2022 et nous avons décidé de lui apporter un soutien financier majoré en 2024 pour accompagner la hausse du nombre de bénéficiaires qu'il doit prendre en charge. Nous aurons un défi à relever en 2024, qui consiste à accompagner le Rigaudon dans sa recherche de locaux mieux adaptés à ses besoins. Nous avons formulé plusieurs propositions qui n'ont pas pu aboutir ces 3 dernières années pour des raisons techniques ou de choix du conseil d'administration.
Mais il faut absolument déboucher sur une solution. En effet, l'activité d'accueil de jour que le Rigodon est le seul à réaliser à Voiron est absolument essentielle pour plusieurs dizaines de personnes en situation de fragilité ou d'isolement qui comptent sur lui. Et évidemment, rien dans la conjoncture actuelle n'améliore naturellement les choses. L'engagement exemplaire des dirigeants et des salariés du Rigodon mérite notre soutien. Le Mahatma Gandhi disait « On reconnaît le degré de civilisation d'un peuple à la manière dont il traite ses animaux ». Par sensibilité personnelle, autant que par conviction philosophique, j'ai toujours été porté par cette cause noble, qu'heureusement notre société prend de plus en plus au sérieux. Et plusieurs de nos engagements témoignent de la volonté politique claire de notre majorité municipale en matière de protection animale. Tout d'abord, nous avons considérablement renforcé notre lutte contre la prolifération des chats errants. Et je crois pouvoir dire que nous sommes aujourd'hui une commune prise en exemple sur ce sujet. C'est une question extrêmement délicate et complexe. Il faut savoir qu'un seul couple de chats non stérilisés peut occasionner la naissance en 4 ans de plus de 20 000 individus. C'est terrible pour des chatons qui naissent dans des conditions de souffrance et de misère indicibles, rongés par les parasites, les maladies ou la malnutrition. C'est terrible pour la biodiversité et les milliers d'oiseaux notamment qui en sont tués en conséquence, jusque dans les nids. Nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur une association locale, les Patounes Libres de Voiron, dont les bénévoles assurent la capture des chats errants. La ville prend ensuite en charge leur stérilisation auprès des vétérinaires partenaires, parfois avec le soutien financier de la Fondation Brigitte Bardot ou de 30 millions d'amis. Puis ces chats, qui sont rarement domesticables parce qu'ils sont sauvages, sont relâchés sur le lieu de leur capture. Mais ils sont alors nourris et ne peuvent plus se reproduire. La prolifération des pigeons est également un problème d'une autre nature, dont je mesure bien les conséquences. Nous avons catégoriquement refusé les mesures d'abattage ou d'empoisonnement massif qui sont pratiquées dans beaucoup de communes. Mais à l'appui d'un passionné, nous réalisons régulièrement des captures d'individus qui sont ensuite nourris, puis relâchés dans un pigeonnier des Champs-Barans, où ils se sédentarisent dans la nature. Au jardin de ville, par ailleurs, un pigeonnier a été installé pour essayer de limiter les nichets sauvages, et les œufs sont partiellement stérilisés pour tenter de mieux maîtriser le nombre des naissances. Par ailleurs, et en bref, nous versons chaque année une dotation financière à l'association Le Ticodrome, qui intervient sur notre territoire en qualité de centre de secours de la faune sauvage. Nous finançons l'organisme SACPA, qui prend en charge la capture et les soins éventuels des animaux domestiques errants ou blessés. Nous avons pris un arrêté municipal d'interdiction des animaux sauvages dans les cirques. En lien avec l'association Le Pivert, un chirobat, qui est un abri à chauve-souris, est installé dans les gorges de la Morge. Et nous avons conduit une opération de suppression de plus d'1 millier de pièges à petite faune sur le territoire communal. Dans le courant de cette année 2024, nous engagerons la réalisation d'un cimetière animalier qui pourra permettre aux personnes qui le souhaitent de pouvoir inhumer leurs compagnons de vie auprès duquel ils pourront se recueillir dans de bonnes conditions. Pour conclure, parce que je sais que c'est un sujet, les daims du jardin de ville, qui sont domestiqués depuis des générations et nés en captivité, ne seraient pas capables de survivre en milieu sauvage. Pendant quelques années, ils étaient trop nombreux au jardin de ville. Et en lien avec les services de l'État, nous avons réduit leur population qui est désormais régulée et limitée à un couple d'adultes, en lien avec le sanctuaire Ludo Gaia, qui les accueille dans des conditions proches de leur milieu naturel à Vézeron-Scurtin. Nous n'avons le droit de négliger aucun des aspects qui déterminent notre qualité de vie au quotidien. Depuis la propreté des espaces publics, à laquelle travaille une équipe de 15 agents, parfois confrontés à la hausse croissante des comportements inciviques, en passant par la gestion de nos espaces verts qui mobilisent autant de monde, et jusqu'au déneigement des voiries en cas d'épisode hivernal, je ne néglige rien des sujets du quotidien, et pas même les litiges de voisinage pour lesquels je suis parfois saisi, sans nécessairement que la solution soit de mon ressort, mais je sais que la capacité d'écoute, dans la mesure du possible, est déjà souvent une première étape vers l'apaisement. À l'autre extrémité de la chaîne, loin des questions du quotidien, il y a des sujets de préoccupation qui concernent l'avenir, et même, je dirais, les enjeux du siècle, que nous devons aussi savoir aborder avec volonté et engagement pour y apporter des réponses. Je pense, naturellement en disant cela, à un sujet qui n'échappe désormais plus à l'esprit de personne, tant il structure notre quotidien sur tous les aspects de notre vie, celui des transitions écologiques, indispensables à la préservation de notre planète. Nul ne peut plus raisonner en 2024 comme il y a 10 ans. La science, et au-delà de la science, la seule observation de la nature autour de nous,
nous alertent et nous apportent des enseignements qui doivent nous conduire à agir autrement. Il y a certainement des erreurs à ne plus commettre et des défis à placer au cœur de tous nos raisonnements. Toutes nos actions publiques doivent aujourd'hui être engagées en intégrant la question fondamentale d'un mode de vie compatible avec ce que notre planète Terre est en capacité de soutenir. Nous devons relever plusieurs défis conjoints. Sur lequel d'entre eux dois-je poursuivre mon discours? Ah, la musique. Voulez-vous que je vous parle de la manière dont nous pouvons produire une énergie propre et renouvelable? Réponse 1. Renouveler le bâti existant pour consommer moins. Réponse 2. Revégétaliser les espaces publics et préserver la biodiversité. Réponse 3. Favoriser l'émergence des mobilités douces. Réponse 4. Si on a 4 fois 25%, c'est possible, mais ça risque d'être un peu plus long. Allez, 400 votants. Rénover le bâti existant pour consommer moins. Eh bien, allons-y. Il peut apparaître évident que l'énergie qu'on ne consomme pas est la plus précieuse. Mais pour en parler, et avant de donner des leçons aux autres, il convient d'abord d'être exemplaire soi-même. C'est ainsi que la ville, après avoir isolé son centre social Charles Béraudier, son école Jean Moulin, le restaurant scolaire du Faton, ou son relais Initiative Habitante Brunetière par des travaux de restructuration lourde de leurs bâtiments, a poursuivi les chantiers par le renouvellement des menuiseries des écoles Pierre et Marie Curie, Jean de La Fontaine, par la rénovation de la toiture du gymnase Barcelone, et avec des travaux lourds qui se préparent pour l'école Jules Ferry et pour les écoles Jules Rava et Pierre et Marie Curie. Mais il est de la plus haute importance, au-delà des équipements publics, que cette démarche soit accomplie sur les logements. Et je veux à cet effet saluer l'engagement totalement exemplaire des bailleurs sociaux de notre territoire, qui ont dépensé plusieurs dizaines de millions d'euros en l'espace de quelques années pour isoler les logements de leur parc d'habitat. Alpizère Habitat, ex-OPAC, a procédé à l'isolation par l'extérieur de tout son parc de logements du quartier de Brunetière, en y ajoutant au passage du confort et des balcons qui n'existaient pas nécessairement. Pluralis a accompli la même chose à Baltis, à Font-Bernard ou aux Hortensias, entre autres exemples, et va engager aussi à compter de cette année des travaux identiques sur les logements de René Payot. Tout ceci est absolument considérable. Et même si ces démarches sont accompagnées financièrement, je veux remercier tous nos bailleurs sociaux, ils sont représentés ce soir, de leur volontarisme en la matière. Enfin, dans le cadre de l'opération d'amélioration programmée de l'habitat rénovation urbaine, ce qu'on appelle l'OPA-RU dans le jargon des élus, qui est porté par le Pays Voironnais, il y a un nouveau dispositif lancé l'année dernière qui s'appelle Voiron Rénove, qui s'adresse aux propriétaires privés pour les accompagner financièrement et techniquement dans la rénovation de leur parc ancien. À l'automne 2022, nous avons mis en service un réseau de chaleur bois. Depuis le début de la première saison de chauffe, il y a un peu plus d'un an, et compte tenu de l'augmentation des prix du gaz, nous estimons l'économie générée à 95 000 €. Par ailleurs, cela réduit de 80% les émissions de gaz à effet de serre rejetées dans l'atmosphère, ce qui correspond à 4000 voitures qui traverseraient chaque jour Voiron. Cette chaufferie bois, située dans le quartier Diversité, alimente plusieurs centaines de logements et 8 équipements publics du centre-ville. Elle a un potentiel d'extension, et nous sommes en train de l'étudier en coopération avec la commune de Coublevis qui travaille à la réalisation d'un équipement similaire qui pourrait être complémentaire. Sur le plan photovoltaïque, le parking silo situé derrière le grand angle, et dont les travaux vont débuter en avril, disposera de 615 m² de panneaux sur sa toiture. Ces panneaux de fabrication française, je le précise, produiront l'équivalent de 163 MWh. Par ailleurs, nous avons renoué à la fin de l'année dernière le dialogue avec un exploitant potentiel pour la remise en service des microcentrales hydroélectriques de la Morge qui alimentaient jadis les industries papetières et qui pourraient faire l'objet de travaux pour produire une électricité réinjectée sur le réseau au profit de tout un chacun. C'est un projet à l'évidence enthousiasmant, mais qui suppose des procédures administratives et réglementaires particulièrement complexes. Enfin, à l'appui de la démarche Smart City, la ville intelligente, qui sera déployée dès ce premier trimestre, nous allons équiper progressivement tous nos bâtiments municipaux d'outils de pilotage qui permettront de maîtriser à distance et en temps réel leur consommation d'énergie. Nous pourrons ainsi générer des économies que nous espérons conséquentes et qui couvriront une partie de l'investissement. Le dérèglement climatique occasionne des épisodes caniculaires
qui sont sortis du registre de la théorie pour nous sauter au visage de manière désormais systématique chaque été. La sécheresse et les incendies de Vorep et la Buisse, à l'été 2022, sont gravés dans nos mémoires pour longtemps. Il devient donc essentiel d'adapter l'aménagement de nos espaces publics pour lutter contre les îlots de chaleur. Et le génie végétal est à cet égard notre meilleur allié. Nous avons pris un engagement en 2020. Planter 1000 arbres nouveaux sur notre espace public à l'horizon de 2026. C'est une promesse que nous tiendrons et sur laquelle nos services sont mobilisés en permanence. Ainsi, en 2024, nous dépasserons le cap des 700 arbres plantés. Nous sommes donc sur la bonne voie. La désimperméabilisation des sols est un objectif complémentaire pour permettre l'infiltration des eaux de pluie et nous avons commencé à développer des espaces de stationnement végétalisés sur le parking du pôle de Vouise, rue Bourg-de-Péage, rue Jean Jaurès et tout récemment rue Vaucanson dans le cadre de la réfection complète de cette voirie qui est en train de s'achever. Des espaces de pleine terre seront rendus massivement dans le quartier Rossignol-République, en bordure du nouveau parking silo du Grand Angle et sur le site de l'ancien hôpital. Sur le site des Gorges de l'ancien hôpital justement, une grande partie des bâtiments industriels désaffectés va être démolie pour laisser place à une opération de renaturation sur plus de 5000 m². Le projet de modernisation du Mail, dont je parlerai peut-être tout à l'heure plus en détail si vous le choisissez, entraînera lui aussi un renforcement de la végétalisation du cœur de ville. L'une des menaces les plus fortes qui pèsent sur la biodiversité demeure l'usage des pesticides. C'est la raison pour laquelle nos collectivités les ont bannis de leur pratique de gestion de nos espaces verts. En lien avec l'association Le Pivert et à l'appui d'un chantier jeune qui a mobilisé une petite dizaine de jeunes voironnais, plus d'1 millier de pièges à faune ont été supprimés dans le courant de l'été 2022, dans le cadre d'une démarche, à ce jour unique en France à cette échelle. Toujours pour ce qui concerne Le Pivert, dont les dirigeants salariés et bénévoles assurent un travail de terrain remarquable, nous sommes liés par une convention de veille écologique qui intègre notamment la gestion de nos espaces naturels sensibles. Et à compter du 1er février cette année, comme depuis déjà longtemps maintenant, la route de l'étang d'Aigues-Noires sera fermée en période nocturne pour protéger la reproduction des amphibiens en migration dans le vallon de Tessonnières. La voiture demeure un vecteur de mobilité incontournable dont personne ne peut décréter la disparition immédiate. Et que tous ceux qui pensent que pourrir la vie des automobilistes les poussera à se déplacer autrement réalisent qu'ils se trompent. Ils iront tout simplement ailleurs, au détriment de nos commerces de proximité, de nos services publics et du dynamisme de notre commune. Pour autant, il est évidemment utile et salutaire de promouvoir les modes de déplacement qui polluent moins, qui génèrent moins de bruit et qui aussi maintiennent en forme. Entre 2014 et 2020, nous avons développé des pistes cyclables nouvelles dont nous avons doublé le linéaire. Boulevard du Guillon, avenue Marie Curie, avenue Philippe Vial, avenue Jacques Chirac, boulevard du Jean Moulin, rue du Placir, existent aujourd'hui des pistes cyclables qui n'existaient pas auparavant. La modernisation du Mail, mais aussi celle de la rue des Écrins et des Nivéoles, entre le secteur de la Garenne et des Blanchisseries, vont encore accentuer cette dynamique. Par ailleurs, un schéma cycle sur lequel nous avons travaillé en 2023, construit pour partie avec des représentants d'usagers du vélo et des conseils de quartier, va être présenté et débattu en ce début d'année 2024. Il permettra de réaliser de manière plus fine les connexions manquantes entre les grands axes et les différents points d'intérêt de la ville. Au mois de décembre dernier, le Pays voironnais a décidé d'adhérer au SMAG, le syndicat des mobilités de la métropole, pour développer particulièrement les infrastructures de service au cycle. Nous devrions ainsi pouvoir bénéficier du développement d'infrastructures de stationnement des vélos, mais aussi du déploiement d'une offre de vélos en location. Enfin, le nouveau parking construit derrière le Grand Angle intégrera un large espace dédié aux vélos, intégrant des espaces de remise parfaitement sécurisés, mais aussi des petits services au quotidien pour les cyclistes. Et je voudrais dire qu'adapter nos modes de vie à la sauvegarde de notre planète, c'est évidemment aussi préserver la ressource en eau. Même s'il faut admettre que ce n'est pas forcément la préoccupation du moment après l'hiver pluvieux que nous connaissons, puis il y a certains dans mon département natal qui ont trop d'eau et qui aimeraient bien en donner aux autres en ce moment, cela reste un sujet fondamental de long cours. Et je voudrais à cet égard saluer particulièrement ce qui est engagé par le Pays voironnais, sous l'impulsion de son dynamique vice-président Frédéric Ray. Si nos espaces publics connaissent souvent des travaux de voirie, parfois longs et contraignants, je le sais, c'est des travaux, c'est parfois pénible, c'est parce qu'il y a des kilomètres entiers de canalisations qui ont été remplacés ces dernières années à Voiron, pour éviter notamment les fuites ou pour convertir les réseaux d'assainissement en séparatifs afin de ne pas rejeter d'eau polluée dans la nature. Ces travaux sont parfois colossaux
souvent très coûteux. Et sachez par ailleurs que plus de 20 millions d'euros sont actuellement investis par le Pays voironnais dans le chantier de modernisation et d'extension de la capacité de notre station d'épuration à Cointis. Notre communauté d'agglomération subventionne par ailleurs depuis quelques mois l'acquisition de récupérateurs d'eau de pluie par les particuliers, on peut tous y penser, et l'interconnexion du réseau d'alimentation en eau potable du Pays voironnais a été réalisée avec celui de la métropole de Grenoble pour se prémunir de tout risque de diminution de la capacité de la source de Saint-Joseph-de-Rivière. Nous sommes loin d'en être menacés en l'état actuel, mais dans une matière aussi stratégique, on se dit que finalement aucune précaution n'est superflue. À l'échelle municipale, l'ouverture de notre nouvel espace aqualudique, en lieu et place du vieux bassin extérieur auquel nous étions nombreux à être attachés, mais qui était trop sinistré pour être conservé, a remporté un franc succès cet été. Avec près de 16 000 entrées sur la seule période estivale, nous avons augmenté de plus de 15% la fréquentation de notre précédente année de référence avant Covid, en 2019. Outre le fait que cet espace vient diversifier l'offre de récréation estivale pour les enfants et les familles, cet aménagement permet surtout d'économiser plus de 800 000 litres d'eau par rapport au bassin qu'il a remplacé, chaque été. La piscine couverte, dont les vestiaires et l'accueil ont fait l'objet de lourds travaux de rénovation, rouvrira quant à elle dans le courant de la semaine. Et après une réflexion complète de ses joints pour préserver sa durée de vie, elle pourra encore nous rendre des services pendant de longues années. Sur un tout autre sujet, je voudrais vous dire un mot sur le projet de fin de contournement routier de Voiron, qui doit relier le giratoire de Champfeuillet, à l'extrémité sud de notre rocade, à la RD 592, qui est au niveau de la sortie de la Patinière entre Voiron et Moiran. Après une large phase de concertation conduite par le département entre novembre et décembre, et plusieurs réunions publiques, de nombreuses suggestions vont nous permettre de faire mûrir le projet pour en améliorer les modalités de mise en œuvre, et une enquête publique devrait pouvoir s'ouvrir en 2025. Je veux remercier ici le département, qui, aux côtés du Pays voironnais, s'engage de manière volontaire pour la mise en œuvre du projet. Outre le fait qu'il améliorera considérablement l'accès à l'hôpital pour les habitants de la partie sud du Pays voironnais, il soulagera un trafic de transit générateur de nuisances, de pollution et de dangers dans la traversée de Voiron, de Saint-Cassien, de Charnècle, ou sur des voiries rurales qui sont totalement inadaptées, telle la route du Ridolon par exemple. Il s'agit d'une liaison routière de 1,4 km, 1400 mètres seulement, choisie parmi 7 hypothèses, après des années d'études et de débats, parce qu'il s'agit de la moins impactante pour l'environnement au regard des objectifs qu'elle poursuit. Je rappelle par ailleurs que moins les véhicules motorisés individuels encombreront de manière inutile les cœurs de ville et de village qu'ils sont contraints de traverser, plus ils laisseront de l'espace aux mobilités douces que nous voulons promouvoir. Et la santé publique aura également tout à y gagner. Les premières études d'impact nous ont par ailleurs démontré que la diminution de la distance de trajet permise par le projet, puisque les gens en feront évidemment moins de détours, permettrait de générer une économie d'émissions de CO2 de l'ordre de 2300 tonnes par an. Vous le savez par ailleurs, ce début d'année 2024 va marquer la fin de la procédure de révision de notre PLU engagée depuis maintenant plus de 4 ans et dont l'enquête publique s'est terminée le 21 décembre dernier. Nous attendons le rapport du commissaire enquêteur. Je rappelle que l'objectif principal de cette révision de notre plan local d'urbanisme, c'est la sanctuarisation des espaces naturels et agricoles que nous voulons protéger, pour éviter que la ville ne continue de grignoter les espaces de campagne, comme cela s'observe depuis des décennies. Ainsi, plus de 160 hectares de terrain qui étaient destinés à être urbanisés seront préservés à leur état naturel. Nous nous donnons ainsi toutes les chances de préserver l'esprit de ville à la campagne que nous aimons, en préservant nos paysages, les trames vertes et bleues, mais aussi notre patrimoine historique ou arboré. Pour autant, parce qu'une ville qui ne se développe pas est une ville qui régresse et qui meurt, nous devons continuer à nourrir des projets pour accueillir ceux qui souhaitent rejoindre Voiron. Et je tiens à le dire, quand je regarde les indicateurs nationaux, je redoute que nous soyons amenés à connaître dans les années qui viennent une véritable crise du logement dans notre pays. L'écart entre l'offre et la demande est tel, et pensez qu'il y a un certain nombre de logements anciens qui sont susceptibles de sortir du patrimoine locatif accessible pour les habitants, cet écart est tel que les prix moyens de l'immobilier ont augmenté de l'ordre de 35% à Voiron au cours des 5 dernières années. Et à cet égard, j'alerte sur la tentation démagogique à laquelle succombent certains, en demandant de construire moins,
ou alors moins hauts ou moins denses, tout en prétendant espérer dans le même temps que des logements seront moins chers pour des jeunes ménages ou pour maintenir des familles de classe moyenne sur le territoire lorsqu'elles veulent accéder à la propriété. Il importe, certes, de construire mieux. Et à cet égard, nos nouveaux quartiers Rossignol-République, Diversité ou la reconversion du site de l'ancien hôpital nous le permettront, avec des choix politiques que nous avons accomplis en ce sens. Je rappelle enfin qu'à Voiron, un logement sur 4 est un logement social, ce qui est plus que ce que prévoit la loi, pour permettre aux revenus modestes de se loger dans d'excellentes conditions. Nous développerons par ailleurs, dans les prochaines années, le bail réel solidaire, le BRS, ou le plus traditionnel PSLA, pour permettre l'accession sociale à la propriété. N'oublions enfin jamais, et ça c'est important, qu'un logement, ce n'est pas une statistique, c'est d'abord et avant tout un lieu de vie. Et c'est la raison pour laquelle nous veillons à ce que puissent voir le jour des logements sociaux spécifiquement adaptés aux personnes handicapées physiques ou mentales, des logements inclusifs, ainsi qu'aux seniors, comme le permettra l'opération Le Strato, actuellement en chantier sur Rossignol-République, à l'initiative de la SDH, comme je l'évoquais tout à l'heure en évoquant la situation des seniors. Pour que la ville se transforme, avec une exigence de qualité dans ses constructions ou ses espaces publics, plusieurs grands projets sont actuellement poursuivis par la ville ou le Pays voironnais. Ouf, ça m'a presque devancé. Quel grand projet souhaitez-vous que j'évoque? Réponse 1, la modernisation du mail. Réponse 2, la requalification du site de l'ancien hôpital. Réponse 3, les quartiers Rossignol-République et Diversité. Réponse 4, la rénovation urbaine de Brunetière et Baltis. Allez, vous avez encore 10 secondes pour faire votre choix. Pas évident comme choix. Allez, verdict. 53% la requalification du site de l'ancien hôpital. Mesdames et messieurs, le site de l'ancien hôpital révèle à la fois des enjeux patrimoniaux et historiques forts, une dimension symbolique aussi, et un équilibre subtil dont nous ne devons pas nous écarter. Une vaste concertation publique réglementaire s'est déroulée à son sujet entre septembre et octobre dernier, avec des visites sur site, 2 réunions publiques, des panneaux d'information sur les grilles du jardin de ville, un registre d'expression et un débat en conseil municipal. Je ne devrais donc surprendre logiquement personne à ce sujet. L'idée principale consiste à préserver les bâtiments anciens qui ont une valeur patrimoniale. L'ancien bâtiment d'administration et de médecine, celui qu'on appelle communément le château, sera réhabilité et reconverti en jolis logements qui pourront attirer des habitants sensibles à la dimension historique du site. Il sera donc préservé, rénové et évidemment pas détruit. L'ancienne chapelle sera protégée et maintenue dans sa vocation cultuelle initiale, parce que c'est une partie précieuse de notre patrimoine. L'ancienne maternité et le bâtiment plus récent en forme de rotonde seront conservés aussi pour pouvoir accueillir des activités de formation professionnelle ou universitaire post-bac qui actuellement n'existent pas à Voiron. Il faut savoir qu'on a 3500 lycéens tous les jours sur la commune qui n'ont que peu de perspectives de poursuivre des études en restant à Voiron. La plupart d'entre eux sont obligés de s'expatrier à Lyon, à Grenoble ou ailleurs, alors même que, par exemple, des formations au métier de la santé nous permettraient de recruter les aides-soignantes et les infirmières dont on manque cruellement en les formant à Voiron. Et puis évidemment, le grand parking en silo sera conservé pour satisfaire les besoins en stationnement du site, ce qui nous évitera de démultiplier les places de parking en maintenant des espaces publics de qualité. Ces espaces publics seront, comme leur nom l'indique, largement accessibles à qui souhaite s'y rendre. Un aménagement de qualité permettra de profiter pleinement des vues exceptionnelles sur le grand paysage, et des accès piétons et cycles seront aménagés pour garantir l'accès de manière agréable et totalement sécurisée. À ceux qui redoutent une densification excessive et une bétonisation, parce que ça, c'est un mot à la mode, à ceux qui redoutent la bétonisation de cet espace, je me veux rassurant. Le site étant positionné sur un coteau à forte pente, la carte des risques naturels limite considérablement le potentiel de construction sur place. Nous ne pourrons donc pas dépasser 150 logements, y compris la petite cinquantaine intégrée dans la réhabilitation du bâtiment historique. Ce sera moins d'un quart de ce qu'on trouve sur le potentiel d'un quartier comme Rossignol. Et ce sera donc un espace dont les habitants pourront s'emparer pour les flâneries dominicales notamment. Il faut cependant rappeler que ce projet prendra
un peu de temps pour voir le jour. Nous sommes partis sur une durée totale d'environ 10 ans. Notre mail, qui s'étend du jardin de ville à l'église Saint-Bruno, est un espace névralgique du centre-ville, qui, de toute époque à Voiron, a rassemblé les habitants pour des moments d'animation, de convivialité ou pour l'installation de notre marché les mercredis et samedis matins. Au fur et à mesure de l'essor de la voiture comme mode de mobilité dominant, il s'est transformé en un grand parking à ciel ouvert, qui n'est pas un usage le plus facilement compatible avec la capacité à flâner à l'ombre des platanes. Nous sommes convaincus que nous ne pouvons pas nous permettre de supprimer sans autre forme de procès les 250 places de stationnement qui sont installées sur le mail. Inutile d'imaginer que les habitants de Saint-Joire-en-Valdaine, de La Suren-Chartreuse ou même de Vorep, qui viennent à Voiron pour ses commerces ou ses services publics, pourront tous venir en toute saison, à vélo ou en transport en commun. Nous n'avons à ce jour ni métro, ni tramway, et sauf méconnaissance de ma part, ce n'est pas dans les tuyaux. Alors en construisant un parking en silo derrière le grand angle, nous pouvons reconstituer ces places de parking avec l'avantage qu'en les empilant sur 5 niveaux, elles consomment évidemment 5 fois moins d'espace au sol. Et nous récupérons ainsi la place dont nous avons besoin pour les piétons, les vélos qui pourront bénéficier d'une piste cyclable bidirectionnelle nord-sud et les animations régulières. Pour ce qui concerne le marché, je veux être très clair. Évidemment, il sera maintenu à cet endroit. Et tous les aménagements que nous réaliserons seront conçus pour améliorer l'accueil des commerçants non sédentaires et celui du public. Le marché sera plus qualitatif, plus agréable, car il sera installé sur un espace pensé pour lui, pas simplement un parking libéré pour lui faire de la place 2 matinées par semaine. C'est évidemment vrai aussi pour la fête foraine et la foire Saint-Martin. Les arbres seront préservés, c'est la logique même du projet, et nous décrouterons sans doute l'enrobé sur le linéaire d'alignement des platanes de manière à ouvrir davantage d'espace à la végétation. J'imagine que cette idée continue peut-être d'intriguer les curieux. Alors, dès ce printemps, et lorsque le bureau d'études paysagistes mandaté pour nous faire des propositions aura définitivement rendu son travail, nous proposerons un cycle de réunions publiques pour échanger sur ce sujet et faire des choix. Nous avons dans l'idée de pouvoir engager la première tranche de travaux dans les dernières semaines de cette année 2024, pour une livraison quelques mois plus tard. Nous œuvrerons dans un premier temps sur la partie sud, entre le jardin de ville et le viaduc. La partie nord, qui pourrait intégrer des hypothèses de découverte partielle de la Morge, fera l'objet de travaux sur le prochain mandat. Les quartiers Rossignol République et Diversité présentent en commun la caractéristique d'être d'anciennes friches industrielles en bordure immédiate du centre-ville qui ont été acquises par le Pays Voironnais il y a une quinzaine d'années maintenant pour permettre, en lieu et place des entreprises déplacées pour l'essentiel à Centralpes, de développer de nouvelles fonctions utiles au territoire, en logement ou en espace économique. Dans ces deux secteurs, nous ne sommes désormais pas loin de toucher au but de près de 15 ans d'efforts et de travaux, parfois pénibles à vivre pour les habitants. Mais je dois le dire, les élus de la ville, autant que du Pays Voironnais, éprouvons une certaine fierté au regard des choix accomplis pour réaliser ces quartiers modernes et agréables à vivre. L'attribution des derniers lots constructibles sur Rossignol a été votée par le Conseil communautaire du Pays Voironnais en décembre dernier. D'ici maintenant environ 3 ans, l'essentiel des travaux seront en train de s'achever. Le quartier comportera 2 parcs publics, une coulée verte qui le traverse de part en part, et il préservera au global plus de 500% d'espace de pleine terre, ce que les services de l'État ont qualifié d'exemplaire. La bande cyclable de la nouvelle rue Alfred Timèche, qui a été mise en service à l'automne 2023 pour connecter le grand angle au passage sous la voie ferrée de l'avenue Philippe Vial, a été mise en service. Quant à Diversité, le visage définitif du quartier est également en train de se dessiner d'une manière désormais bien visible. Les travaux sont en cours pour l'installation d'une étude notariale et d'un cabinet d'avocats, et une belle opération résidentielle débute également juste derrière le gymnase Chotard. Les voiries n'ont pas encore leur physionomie définitive, mais leur gabarit a d'ores et déjà été élargi, intégrant un espace de trottoir plus généreux pour les piétons et des plantations d'arbres qui n'existaient pas auparavant. Dans les espaces économiques, se sont installés de nombreux commerces ou services de qualité, et les nouveaux locaux des impôts occupent une partie des bureaux. Le quartier de Brunetière a connu cet automne l'achèvement de plus de 10 ans d'un vaste chantier de modernisation. La livraison des nouveaux bâtiments du centre social RIH est en effet venue conclure la réhabilitation par Alpizère Habitat des logements mieux isolés et pourvus de balcons nouveaux, la modernisation complète de l'école Jean Moulin et celle des espaces publics.
Pluralis va maintenant engager la même démarche de réhabilitation de ces logements de René Paillot. Baltis connaît une démarche similaire, qui vise aussi à améliorer les conditions de vie des habitants, tout en changeant l'image du quartier et en ouvrant le quartier sur la ville. L'essentiel des travaux de modernisation des logements ont été achevés cet automne, et une consultation des habitants a été organisée en lien avec Pluralis en fin d'année pour déterminer la limite de périmètre entre les espaces publics et les espaces résidentiels. Les voiries seront ensuite modernisées, avec la création de stationnements supplémentaires pour les habitants, mais avant cela, une passerelle piétonne va être construite en ce premier trimestre pour une connexion au centre-ville et désenclaver le quartier. Les 2 tours, qui ont déjà été vidées depuis longtemps de leurs habitants, vont être démolies cette année, avant reconstruction de logements neufs et d'un espace de vie sociale avec une crèche à la capacité d'accueil augmentée. Rien qu'à Baltis et Brunetière, résident près de 20% des habitants de Voiron, avec une concentration, c'est l'histoire de l'urbanisme qui a orienté les choses ainsi dans les années 60, d'une grande partie des difficultés sociales du territoire. Nous respectons ces habitants, qui ont parfois le sentiment d'être oubliés des pouvoirs publics. Et notre engagement par ces investissements massifs, je l'espère, en donne la preuve. Nous déployons beaucoup d'énergie pour permettre à Voiron de se tourner vers l'avenir en confiance. Et je ne viens à regret, mais c'est le jeu, de ne vous exposer qu'un seul de nos grands projets compte tenu du choix que vous avez accompli. Tout cela doit évidemment être accompli sans risquer de compromettre nos finances communales. Nous y veillons avec une gestion active et prudente de notre dette et en maintenant un autofinancement qui permettra de faire face à nos investissements. Vous savez que les taux communaux d'imposition avaient augmenté en 2022. Cela n'a pas été le cas en 2023 et nous ne les augmenterons pas non plus en 2024, malgré les difficultés liées au poids écrasant du coût de l'énergie ou des dépenses de consommation courante pour la ville, comme pour chacun d'entre nous. Alors vous imaginez bien qu'au cours d'une soirée, où vous êtes devenus les héros de mon discours, mais je ne prétends pas nécessairement que tout le travail que je viens de vous décrire est accompli par moi tout seul. Et je veux par conséquent rendre hommage à tous les membres du conseil municipal, que je vais, comme à l'accoutumée, vous présenter, en commençant par Yves Alardin, notre premier adjoint, qui, bien que son apparente jeunesse ne le laisse pas trahir, il a célébré en 2023 le 40e anniversaire de son accession en fonction d'adjoint au maire, puisqu'il était devenu adjoint en 1983 aux côtés de Philippe Vial. Et je m'honore de bénéficier de son expérience à mes côtés, tout comme celle d'Aline Motte, notre adjointe en charge des solidarités, des seniors, du logement et du handicap. Aline Motte est par ailleurs vice-présidente du Pays Voironnais en charge de l'habitat et du logement. Anthony Moreau, notre adjoint en charge de l'environnement, de l'urbanisme, des travaux et des mobilités. Anthony est également vice-président du Pays Voironnais en charge du patrimoine. Lydia Ruello-Mogor, notre adjointe en charge du cadre de vie, des commerces et des conseils de quartier. Chokri Badreddine, notre adjoint en charge de la jeunesse, de la politique de la ville, des jumelages et de l'ouverture à l'international. Armelle Le Bourdonnec, notre adjointe en charge de la culture, de la citoyenneté, de l'innovation et du devoir de mémoire. Stéphane Valentin, notre adjoint en charge du sport, ça se voit, et des animations. Nadine Fayolle, notre adjointe en charge de l'éducation et de la petite enfance. Nicolas Julliard est notre adjoint en charge des sécurités, du stationnement et de la santé. André Gall, à l'applaudimètre, il fait toujours un tabac, et les années n'y changent rien, donc André s'occupe des foires et marchés et des grands événements festifs, et puis un peu de tout le reste, parce que quand on a quelque chose, on demande à Dédé, et il trouve toujours des solutions. Martine Chasson est notre conseillère municipale déléguée au patrimoine et aux travaux de bâtiment. Bruno Gattaz, notre conseiller municipal délégué à la santé, domaine qu'il connaît bien, il s'est occupé des oreilles et de la gorge d'un certain nombre d'entre vous, sans doute dans le passé, puisqu'il y a un passé récent, puisqu'il est maintenant heureux retraité, mon cher Bruno. Philippa Bevilacqua-Paon, conseillère municipale déléguée au tourisme. Michel Guichère de la Naze,
conseiller municipal délégué aux associations et au patrimoine culturel. Bachak Seven, notre conseillère municipale déléguée à l'emploi et à l'insertion professionnelle, qui nous a gratifié d'un heureux événement l'année dernière. Elle est avec sa petite Eslina ce soir, qui ne doit pas être très intéressée par ce que je raconte. Merci Bachak. Élodie Livernet, conseillère municipale déléguée au jumelage, qui s'occupe avec beaucoup d'engagement d'assurer les relations d'amitié qui nous unissent à Herford, à Bassano del Grappa, à Droite-Wichpa, à Chibénic. Merci Élodie. Bernard Grandcamp, conseiller municipal délégué à la lutte contre les incivilités liées au cadre de vie et à la protection animale. Il a dû regretter qu'on n'en ait pas parlé tout à l'heure. Sur YouTube, mon cher Bernard. Bruno Sarat, conseiller municipal délégué à la voirie et aux travaux publics. Corinne Mollier-Sabé, conseillère municipale déléguée à la petite enfance. Pierre Bonnardon est conseiller municipal délégué à la mobilité, ainsi qu'à la modernisation, la végétalisation et au partage de l'espace public. Farida Brabri, conseillère municipale déléguée au centre social Charles Béraudier. Nicolas Villermoz-Biron, conseiller municipal délégué à la transition énergétique et à la Smart City. Franck Dufour, conseiller municipal délégué au commerce et au conseil de quartier. Et Grace Dacosta, conseillère municipale. Rosanna Mazzilli, conseillère municipale, sans doute bientôt déléguée aux seniors. Vous savez qu'un conseil municipal est évidemment composé de sensibilités multiples, et pour le groupe Voiron Citoyenne, je salue la présence d'Anne Favier, de Arnaud Belleville, de Mélodie Mistré, et pour le groupe Horizon Voironnais, la présence de Joanne Vial. Et je voudrais excuser ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre ce soir, à savoir Brigitte Paris-Bernard, Héloïse Baradel, Benjamin Huette, Jean-Pierre Alibeux et Éric Laroche-Joubert. Voilà, merci de les applaudir également. Je voudrais dire aussi toute ma reconnaissance aux presque 600 agents de la ville de Voiron qui sont à votre service dans tous les champs du quotidien. Agents administratifs, cuisiniers, graphistes, collaborateurs de cabinet, auxiliaires de puériculture, animateurs périscolaires, agents de surveillance de voies publiques, aides-soignantes, ATSEM, agents de voirie, de bâtiments ou d'espaces verts, mécaniciens, gardiens d'équipement, agents funéraires. Il y a plus de 130 métiers qui sont pratiqués par les agents de la ville de Voiron. Je voudrais avoir un clin d'œil amical parmi eux à Dalila et Zakia, qui sont ici ce soir et qui sont généralement les seuls que je croise le matin en arrivant à l'hôtel de ville, parce qu'elles assurent l'entretien de l'hôtel de ville avec leurs collègues agents d'entretien. Elles font partie de ceux qui commencent tôt leur journée. Et nous leur devons à tous les agents de la ville, le professionnalisme de la ville de Voiron et la qualité de vie qu'ils nous assurent. Mesdames et messieurs, d'ici quelques mois, cela fera 10 ans que j'aurai pris mes fonctions. Le petit jeune de l'époque, comme m'appelaient, je crois, affectueusement quelques Voironnais, a les tempes qui ont légèrement blanchi. Une semble abdominale, en étant encore pas trop catastrophique, je crois, mais une passion intacte pour la fonction. J'ai beaucoup appris, plus que je n'aurais pu l'imaginer, sur la beauté de l'engagement, sur sa valeur, sur son côté vorace aussi parfois, car il n'est pas toujours facile de préserver une vie personnelle aux côtés de sa vie publique, et ma compagne Mélisande en fait souvent les frais. J'ai appris sur la nécessité de défendre ses convictions, mais de rejeter par principe les certitudes, sur la nécessité d'épouser avec humilité le temps long, d'accepter de n'être qu'un modeste mais néanmoins noble trait d'union entre ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront. J'ai appris à connaître et à comprendre surtout le fait que le maire ne peut pas grand-chose s'il ne travaille pas en confiance avec l'ensemble de ceux qui constituent les forces vives du territoire. Car oui, c'est bien sous cet angle-là que vous êtes tous les héros. Et bien au-delà du seul côté ludique de la télécommande ce soir, je voudrais rendre hommage à tous les héros qui construisent la ville de Voiron au quotidien. Je vais d'abord évoquer tous les partenaires
sans lesquels la ville ne serait pas capable d'engager le tiers des projets qu'elle nourrit. En tant que représentant de l'État dans le département, les acteurs du corps préfectoral, n'en parlent pas assez souvent, sont des interlocuteurs essentiels pour les élus que nous sommes. Et je voudrais exprimer ma reconnaissance à Monsieur le préfet Louis Laugier et à son secrétaire général et sous-préfet de notre arrondissement, Laurent Simplicien, pour leur grande faculté d'écoute, leur présence de terrain et leur capacité à adapter autant qu'il est possible de le faire, pas toujours simple, l'action des services de l'État à nos réalités. Via le dispositif Action Cœur de Ville, ils mobilisent aussi à nos côtés Action Logement, l'Agence nationale de l'habitat ou la Banque des territoires. Le département de l'Isère, au sein duquel j'ai l'honneur de représenter les 10 communes de notre canton de Voiron aux côtés de ma collègue Anne Gérin, au-delà des services du quotidien qu'il assure en matière de solidarité dans les collèges ou pour l'entretien de son réseau routier, assure un rôle de partenaire qui le porte très souvent, en qualité de premier financeur de nos projets. Je veux remercier publiquement son président, Jean-Pierre Barbier, qui malheureusement est excusé ce soir, pour la force de son engagement, pour la solidité de son soutien, pour son sens du terrain et sa capacité à comprendre précisément tout ce dont nos communes ont besoin. Grâce à lui et grâce à sa majorité, le département de l'Isère partage l'ambition de la ville et se bat pour construire l'avenir malgré les incertitudes de notre époque. Je l'en remercie de tout cœur. La région, dont Frédéric, en sa qualité de conseiller régional, représente ce soir le président Laurent Wauquiez, est aussi un partenaire dynamique et fidèle, qui cette année nous a particulièrement aidés, par exemple, à financer notre nouveau poste de police municipale, la réhabilitation du RH Brunetière ou notre espace aqualudique. Évidemment, notre communauté d'agglomération du Pays Voironnais, que j'ai déjà citée à plusieurs reprises, mène une action quotidienne indissociable de l'ambition de sa ville-centre. Nous aurions plus vite fait de faire la liste des projets dans lesquels le Pays Voironnais n'est pas impliqué que le contraire. Depuis 2020, Bruno Catin en est le président. Il est le maire de Voissan, qui, à l'opposé de Voiron, est la plus petite commune du territoire. 250 habitants, je crois. Il est pourtant un ardent défenseur des intérêts de notre ville, car il a compris que les 31 communes du Pays Voironnais ne peuvent pas être en bonne santé pour construire leur avenir si la ville de Voiron elle-même n'est pas en capacité d'assurer son rôle moteur. À cet égard, j'ai plaisir à travailler avec lui, en convivialité et en confiance, et je le remercie chaleureusement. Autant que je voudrais remercier mes collègues vice-présidents ou maires, parmi lesquels je compte beaucoup d'amis chers, avec un clin d'œil affectueux à Luc Raymond, le maire de Vorep, au service duquel, il le sait, je serai en toutes circonstances. Je veux rendre hommage aussi à tous ceux qui portent le dynamisme de tous les services publics de proximité qui assurent la vitalité de notre ville de Voiron. Et dans une époque où beaucoup de territoires pleurent la disparition progressive de leurs services publics, permettez-moi de souligner qu'à Voiron, la caisse primaire d'assurance maladie ou les services des impôts ont pris possession de nouveaux locaux au cours des derniers mois pour pérenniser pendant longtemps leur ancrage à Voiron, tandis que notre bureau de poste de l'avenue Jules Rava, qui est l'un des 500 plus importants de France, a connu cet été des travaux de modernisation considérables qui en font l'un des plus modernes sous les nouveaux standards du groupe La Poste. Notre agence Pôle emploi, pour ne citer qu'elle, pardonnez-moi, France Travail, depuis cette semaine. France Travail, sous l'impulsion de sa dynamique directrice Nathalie Murat-Mathian, rayonne quant à elle toujours sur une grande partie du département. Je ne peux évidemment pas passer sous silence ni les acteurs publics de la santé, ni tous ceux qui œuvrent au service de l'éducation. Le service des urgences de notre nouvel hôpital, je vous promettais d'en parler tout à l'heure, dont l'accueil est fermé la nuit, à l'exception des urgences pédiatriques ou des urgences vitales depuis maintenant 18 mois, a rouvert depuis quelques semaines sur les nuits du lundi. Alors, c'est insuffisant, mais j'y vois encore quand même un signe encourageant, dans l'espoir d'une généralisation prochaine de la remise en œuvre complète de ce service. L'hôpital, inauguré cette année, continue toutefois à accueillir chaque jour plusieurs centaines de patients avec des services médicaux ou chirurgicaux d'une qualité exceptionnelle, grâce à l'engagement des personnels hospitaliers et aussi une maternité attractive pour tout le département. Je vous assure qu'il ne se passe pas une semaine sans que des connaissances me fassent part, souvent émus, de la qualité avec laquelle l'un de leurs proches
a été pris en charge. Et dans le sillage de l'hôpital, je ne veux pas oublier non plus le rôle majeur joué par la clinique de Chartreuse, par les services de dialyse de l'Aqueduc, ni par l'ensemble des EHPAD ou des établissements médico-sociaux ou d'accueil spécialisés qui offrent des solutions à des publics variés et que notre maison de santé pluridisciplinaire, dont je vous ai parlé tout à l'heure, viendra prochainement renforcer. À Voiron, nos 7 groupes scolaires publics, les 2 privés, nos 3 collèges et nos 5 lycées offrent à notre jeunesse tout ce dont elle a besoin pour construire son avenir. Nous travaillons, et c'est important, fondamental, main dans la main avec l'éducation nationale, et en particulier avec celui qui est notre interlocuteur local, que je remercie, l'inspecteur Fabien Vallier. Au-delà de l'engagement qu'il peut avoir avec ses équipes, avec l'ensemble des équipes pédagogiques, des directions d'école, des professeurs, des enseignants, nous avons aussi notre MJC, sa présidente Chantal Jacquet, à qui je souhaite un bon rétablissement. La pauvre m'a fait un message, elle souhaitait venir, elle a été empêchée de le faire, et son directeur Christophe Chavanel, ainsi que toutes leurs équipes, parce que la MJC participe à assurer l'égalité des chances à Voiron, avec le soutien complémentaire du dispositif Coup de pouce pour les jeunes élèves identifiés comme les plus en besoin d'être soutenus. En matière de sécurité, nous pouvons compter chaque jour sur l'engagement de la police nationale, des équipes du commandant Le Bourdonnec, des agents de notre police municipale, mais aussi du partenariat avec la gendarmerie. Je salue le lieutenant Amiot qui nous fait le plaisir de sa présence ce soir, sans oublier les missions indispensables de sécurité civile qui sont accueillies par nos pompiers du capitaine Cuc, les équipes de la protection civile, les équipes de la Croix-Rouge aussi. L'action de la justice de proximité est représentée à Voiron par l'action du délégué du procureur Gilles Corberan, qui tient ses audiences à l'hôtel de ville. Et je voudrais aussi avoir une pensée pour les chasseurs alpins de la 2e compagnie du 7e bataillon de chasseurs alpins, du capitaine Hans, à laquelle nous sommes jumelés. Et je voudrais vous demander de bien vouloir tous, s'il vous plaît, les applaudir comme ils le méritent. Mais je manquerai évidemment à tous mes devoirs si, au-delà de ces acteurs du service public que je viens d'évoquer, je ne soulignais pas le rôle majeur joué au quotidien par nos 500 commerçants et par l'ensemble des entreprises et acteurs économiques du territoire qui créent de la richesse, des emplois et l'attractivité qui conduit des établissements et des habitants à venir chez nous ou d'autres à nous rendre visite. Pendant la crise du Covid, nous avons pu voir combien l'agilité de ces acteurs économiques nous permettait de trouver des masques ou du gel hydroalcoolique, quand la plupart du territoire national en manquait. En 2023, les Chocolats Bona ont ouvert leur nouvel atelier de production pour mieux alimenter la boutique du centre-ville qui attire toujours autant de gourmands. Les caves de Chartreuse ont accueilli plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. La société King Jouet a conforté son rôle de leader européen par l'acquisition de son confrère Maxi Toys et par l'inauguration des travaux d'extension de son site logistique de Rives. Les tissages de Nantes ont fêté leurs 300 ans. Et Fitness Boutique s'est illustré par la production d'un vélo d'appartement en bois local, innovant, particulièrement élégant et totalement made in France. Je remercie tous ceux qui s'engagent pour la santé économique du territoire, les dirigeants de Voiron Commerce, mais aussi de toutes les associations fédérées au sein du réseau Econex. Et je remercie ceux de leurs représentants qui sont présents ce soir. Et puis au-delà, évidemment, nous devons à nos acteurs associatifs l'essentiel, des activités qui permettent à chacun de se divertir, de s'épanouir, ou qui assurent la densité du calendrier de nos animations et festivités toute l'année. Souhaitez-vous que je vous parle des acteurs de la vie sportive? Réponse A. 1, pardon. Des acteurs de la vie culturelle? Réponse 2. Des acteurs de la lutte contre la précarité? Réponse 3. Des acteurs de notre mémoire collective? Réponse 4. Et là, je vois des adjoints qui s'activent pour qu'on parle de... un peu. Allez, il vous reste 6 secondes. 450 votants passés. La vie sportive. Voiron, ville sportive. C'est une réputation qui colle à la ville depuis longtemps. Sur le plan institutionnel, le campus La Brunerie, on appelait jadis le CREPS,
a accueilli pendant des décennies des générations de sportifs de très haut niveau et il continue aujourd'hui encore d'accomplir sa vocation, en accueillant notamment les sportifs de l'équipe de France d'escalade et des délégations nationales ou internationales tout au long de l'année, sous l'égide dorénavant du label Grand INSEP, qui fédère Tremplin Sport Formation, le Pays Voironnais et le CREPS, toujours présents sur place. Notre forum des associations, à la rentrée de septembre dernier, a permis, comme chaque année, de mettre en valeur toute la diversité des 60 associations sportives qui permettent de pratiquer toutes les disciplines, individuelles ou collectives, en salle comme en plein air, pour la performance autant que pour le loisir. Au rang des événements de l'année écoulée, évidemment, je ne peux pas passer sous silence le succès extraordinaire du PVBC, le Pays Voironnais Basket Club, qui a renoué avec la division professionnelle. Notre club d'athlétisme, l'ALV, qui porte les espoirs olympiques du marathonien Hassan Chadi, nous a gratifié, il y a quelques semaines à peine, d'une course de la Voironnaise Crédit Mutuel exceptionnelle en ce mois de décembre. Le Pays Voironnais Handball a célébré le cap de son 500e licencié. Notre club historique académique karaté Voiron a célébré ses 60 ans. Et quand un club de karaté a 60 ans, ça veut dire qu'il était vraiment pionnier de l'arrivée de la discipline en France. Notre club de tir a inauguré la rénovation et la mise aux normes de son stand des Gorges. Le twirling bâton a emmené 3 athlètes au championnat du monde. Le club d'escalade EVA continue d'accueillir des compétitions nationales d'un niveau absolument exceptionnel. Le football club Pays Voironnais continue notamment de s'illustrer par une exigence éducative absolument remarquable en tout point. Le stade olympique voironnais achèvera sous peu la construction d'un nouvel équipement pour porter son ambition, que ces 124 ans d'histoire quand même ne suffisent pas à tarir. Et en 2024, on parle de sport, il faut forcément un peu de compétition, le Voiron Ski Montagne célébrera pour ce qui le concerne ses 125 ans d'existence, le 19 mars prochain. Je crois qu'on peut les applaudir. Et vous comprendrez que cette liste est malheureusement loin d'être exhaustive. Je m'excuse auprès de ceux que j'aurais pu citer, mais si je ne l'ai pas fait, notamment pour les autres, ce n'est pas de ma faute, c'est de la vôtre. J'ai pour habitude de dire que le grand angle dans lequel nous nous trouvons ce soir incarne le vaisseau amiral des politiques culturelles du territoire, tant il est vrai qu'il rayonne autant par le prestige des références accomplies du spectacle vivant qu'il accueille, que par sa capacité à diffuser la culture par l'intermédiaire de ses actions d'éducation artistique et culturelle. La saison, qui se poursuit en ce début d'année, est d'une qualité exceptionnelle et permet assurément à chacun de trouver son bonheur selon sa sensibilité, son appétence ou son humeur du moment. Sous l'égide du Pays Voironnais, notre musée Mincieux continue de se réinventer, et s'il est temporairement fermé pour quelques travaux de rafraîchissement, il ouvrira ses portes à la fin février. Évidemment, notre médiathèque demeure une porte d'accès exceptionnelle vers la lecture publique, animée par des équipes passionnées par leur métier. Notre conservatoire de musique et de danse, que j'ai déjà cité dans les premiers instants de mon discours, diffuse aussi, avec une haute exigence de qualité, la pratique à des enfants qui la découvrent, autant qu'à des adultes qui s'y perfectionnent. Dans son sillage, notre union musicale voironnaise s'illustre avec brio à de multiples occasions dans l'année, et notamment lors de nos cérémonies commémoratives, ce dont je la remercie. Autre lieu ressource exceptionnelle de notre vie culturelle, je veux citer le Centre des cultures du monde, animé par l'ATP Salmorinque, dans l'ancienne école de Pavio. Festival des cultures du monde, Voiron Jazz Festival, Festival des cultures urbaines, Festival de théâtre, les Tréteaux de Voiron, Festival émotion de rue de la MJC, Journée de la mémoire, Biennale tous créateurs, Fête de la Chartreuse. Est-il nécessaire d'en dire davantage pour illustrer toute la richesse de ce que nous devons aux acteurs de notre vie culturelle? Et chacun mesure évidemment ici le caractère très partiel de ce que j'ai le temps de présenter. J'ai déjà évoqué tout à l'heure, si vous l'aviez choisi, l'action que conduit la ville en matière de solidarité et en lien étroit avec des associations sans qui nous ne pourrions pas faire grand-chose. La période que nous traversons exige que des hommes et des femmes attentifs à ceux qui les entourent s'engagent pour combler les failles de notre système et apporter un peu d'humanité à ceux que la vie confronte à des épreuves difficiles. De ces hommes et femmes qui s'engagent, la ville de Voiron a la chance d'en avoir beaucoup. Qu'il s'agisse du Rigaudon, de l'Épircie solidaire Amandine, du Secours populaire, du Secours catholique, de la Croix-Rouge, des Arts en Action, des Petits Frères des Pauvres, du Diaconat protestant, la ville est en dialogue permanent avec tous ces acteurs que nous nous efforçons d'accompagner en fonction de leurs besoins. J'ajoute
que pour tous ceux qui, au-delà de ce qui se passe à proximité de chez nous, sont mobilisés pour des causes internationales, un vivier d'associations complémentaires permet également d'être acteurs depuis notre territoire et que beaucoup d'autres associations ont été fondées pour accompagner la recherche contre des maladies, des personnes en situation de handicap ou pour accompagner des malades, pour ne citer que quelques exemples. Je n'oublie pas, enfin, la mobilisation extrêmement précieuse à nos côtés de ceux qui sont toujours parmi nous pour aider financièrement des causes nobles, de solidarité, le Rotary, le Lions Club ou quelques fondations en particulier. Et bien évidemment, tout ceci n'a pas la prétention d'être exhaustive et je m'excuse auprès de ceux que je n'ai pas cités. Lorsque nous avons la chance d'évoluer sur un territoire dont les racines sont aussi profondes, il est de notre devoir de cultiver la mémoire pour s'efforcer de façonner notre avenir dans le respect de ce qui nous a précédés. Pour ce faire, nombre d'acteurs associatifs sont à nos côtés pour nous y aider. L'histoire locale, c'est d'abord la connaissance de notre patrimoine historique, architectural ou industriel. L'AHPPV accomplit à cet égard un travail d'une exigence et d'une intensité exceptionnelle, et ce depuis déjà quelques décennies. Sa revue semestrielle, intitulée Autrefois, est une référence pour tous ceux qui veulent en connaître davantage sur l'histoire du territoire, autant que les livres publiés au fil des ans sur des sujets divers. Nous nous associerons le concours de l'AHPPV pour mieux mettre en valeur les traces historiques du site de l'ancien hôpital. Je veux saluer aussi le travail d'Ad Libitum et Laure Sainte-Rose, qui redonnent vie à des images du passé qui menaçaient de tomber dans l'oubli. L'histoire de France, y compris sur le plan local, c'est aussi faire vivre la mémoire des hommes et des femmes qui ont combattu pour notre pays, ou se sont illustrés pendant ces heures sombres. Les associations d'anciens combattants, qui nous accompagnent pour la dizaine de cérémonies commémoratives que nous organisons chaque année devant notre monument aux morts, ou d'autres stèles mémorielles, continuent d'être très engagées, malgré l'âge avançant de leurs protagonistes. Je veux remercier tout particulièrement l'AFNACA, l'UNC, le Souvenir français, l'ANCAC, la FNDIRP, ainsi que la Société des membres de la Légion d'honneur ou les médaillés militaires. C'est aussi pour cela que nous avons baptisé l'année dernière les espaces publics Marie Doucet, Alfred Timèche, l'Esplanade de la Légion d'honneur et dans un autre registre, l'espace Lucie Beau. Sous l'impulsion d'un collectif de professeurs d'histoire animé notamment par Fabien Reverdy, Armel Le Bourdonnec et Arlette Gervasi, l'association Histoire et mémoire des guerres, des génocides et des camps en Europe accomplit un travail exceptionnel auprès des lycéens notamment. Au mois de mars prochain, nous commémorerons les 80 ans de la rafle terrible de la Martellière, au cours de laquelle 18 personnes, dont 13 enfants, étaient raflées par la Gestapo pour être déportées, et dont un seul reviendra vivant. 132 élèves de nos lycées se rendront pour l'occasion à Auschwitz-Birkenau pour se recueillir sur le lieu de leur disparition. Et à titre exceptionnel, une large délégation du conseil municipal participera à ce temps d'hommage pour démontrer que chez nous, la mémoire ne se perd pas et ne se trahit pas. Mesdames et messieurs, j'espère que vous prenez la mesure, autant que j'aimerais le faire comprendre, de la chance extraordinaire que nous avons d'avoir tant d'acteurs engagés pour notre ville et pour que notre territoire bouge. Et je sais malheureusement que mon évocation n'est même pas exhaustive et que bien d'autres auraient mérité d'être cités. Cela donne corps à une jolie citation qui m'a été transmise par mon ami Pierre Durand, ancien maire de Saint-Opre et qui m'a beaucoup touché. C'est un fidèle de ces cérémonies, les habitués le savent. Donc mon ami Pierre Durand qui m'a transmis cette année une jolie citation du pape François, qui disait, je cite, « Nous sommes appelés à être des arbres de vie qui absorbent la pollution de l'indifférence et restituent au monde l'oxygène de l'amour. » Fin de citation. Il y a quelqu'un tout à l'heure, quand on salue les vœux, qui m'a dit « Je vous souhaite de l'amour ». On ne le dit jamais, mais l'amour, c'est important. Et c'est vrai. Il importe que chacun soit convaincu que ce n'est pas parce qu'une action est accomplie par quelqu'un d'autre que nous ne sommes pour rien dans sa réalisation. Ce n'est pas parce qu'une victoire est remportée par quelqu'un que cela réduit nécessairement les autres à la défaite. Ce n'est pas parce que nous n'accomplissons qu'une petite partie du chemin que nous ne faisons pas partie du voyage. C'est un peu le résumé de la vie. Mesdames et messieurs, le temps est venu pour moi de conclure ce discours. J'ai toujours peur que des gens fassent « Ah !» Le silence est un compliment.
Et je vous propose, une dernière fois, d'être les maîtres de ma parole, en choisissant si vous préférez. Une fin courte, réponse 1. Une fin optimiste, réponse 2. La citation d'un grand philosophe, réponse 3. Une touche de poésie, réponse 4. Allez, il vous reste 15 secondes. Encore 10 secondes. Plus de 500 votants. 1. Une fin optimiste. Et presque une touche de poésie. Écoutez, pour être honnête avec vous, dans quelques instants, là, pour la première fois de la soirée, j'ai trouvé une astuce. Puisque ma conclusion sera un peu de tout ça à la fois. Elle ne sera pas trop longue, elle sera empreinte d'optimisme, empruntée au philosophe très apprécié des Français que fut Jean d'Ormesson, et elle amène une touche de poésie subtile, comme savait la maîtriser la plume experte de ce grand écrivain. C'est un bref résumé de nos vies qui participe à mettre en valeur ce que je me suis efforcé d'exprimer ce soir quant au rôle indispensable joué par chacun et la contribution de tous qui édifie notre société. Je cite donc Jean d'Ormesson. À la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos parents. Et on croit qu'ils voyageront toujours avec nous. Pourtant, à une station, nos parents descendront du train, nous laissant seuls continuer le voyage. Au fur et à mesure que le temps passe, d'autres personnes montent dans le train. Et elles seront importantes. Notre fratrie, nos amis, nos enfants, même l'amour de notre vie. Beaucoup démissionneront, même l'amour de notre vie, et laisseront un vide plus ou moins grand. D'autres seront si discrets qu'on ne réalisera pas qu'ils ont quitté leur siège. Ce voyage en train sera plein de joie, de peine, d'attente, de bonjour, d'au revoir et d'adieu. Le succès est d'avoir de bonnes relations avec tous les passagers, pourvu qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. On ne sait pas à quelle station nous descendrons. Donc vivons heureux, aimons et pardonnons. Il est important de le faire, car lorsque nous descendrons du train, nous devrions ne laisser que des beaux souvenirs à ceux qui continuent le voyage. Soyons heureux avec ce que nous avons reçu et remercions le ciel de ce voyage fantastique. Aussi, merci d'être un des passagers de mon train. Et si je dois descendre à la prochaine station, je suis content d'avoir fait un bout de chemin avec vous. Je veux dire à chaque personne qui lira ce texte que je vous remercie d'être dans ma vie et de voyager dans mon train. Fin de citation. Merci à tous, mesdames et messieurs, de remplir les wagons du train qui fait progresser la ville de Voiron. Merci à tous de jouer à tour de rôle, chacun dans votre domaine, le rôle de locomotive. Merci d'avoir consenti à prendre parfois les commandes de mon discours de ce soir. Belle et heureuse année 2024 à tous. Que la santé, le bonheur, la paix et la réussite vous accompagnent. Et bien entendu, vive Voiron!